Bah oui, mais j'entraînais pas des débiles. Si, j'entraînais des débiles, mais pas des débiles comme ça. Tout le monde connaît Kaamelott. Si on vous dit Kaamelott et Arthur, la première chose qui vous viendra sûrement à l'esprit en dehors du Disney, ça sera forcément la série Kaamelott avec le roi Arthur, les bouffons qui l'entourent type Perceval et autres. C'est une série que j'adore et je ne le cache pas. Même si je vous avoue que je n'ai pas vu toute la série, je n'ai vu qu'une partie. Après j'ai juste vu la fin dans les grandes lignes pour voir comment ça finissait. Mais j'étais quand même impatient de voir ce film. Avant tout parce que même si je n'ai pas vu toute la série, j'étais sûr que ce film allait être drôle. Et aussi parce qu'il est réalisé par Alexandre Astier qui a fait 2 Astérix que j'aime beaucoup. Donc à la base, Alexandre Astier, si j'ai bien compris, a prévu de faire une trilogie sur Kaamelott. 3 volets, donc 3 parties d'une même histoire. Et là, nous avons enfin le premier volet après tant d'attentes parce qu'il a dû être décalé à cause du Covid. Décidément, le Covid, il nous aura fait chier jusqu'au bout. J'avais hâte de découvrir ce film Kaamelott, même si je ne suis pas un adepte de la série mais que je l'aime beaucoup, je suis quand même curieux et j'ai confiance en Alexandre Astier pour avoir un bon film. Est-ce qu'on a eu un bon film? Eh bien on va voir ça tout de suite, mais parlons d'abord de l'histoire de ce premier volet. 10 ans après avoir pris le pouvoir, Lancelot, qui est le régent de Bretagne, est à la recherche d'Arthur afin de l'empêcher de revenir sur le trône. Sachant qu'Arthur ne cherche pas à retourner sur le trône, mais plutôt à fuir le trône malgré que tout son entourage l'encourage à retrouver le trône. En gros, c'est l'histoire globale du film. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film Kaamelott ? Eh bien, je vous avoue que même si je n'ai pas vu toute la série, je trouve que ce film a quelque chose en moins par rapport à la série. Ça ne veut pas dire pour autant que le film est mauvais. Je trouve le film très bon, très travaillé, mais moins investi que quand il a co-réalisé les 2 Astérix. Cependant, ce n'est pas un mauvais film pour autant, c'est même un très bon film, pour lequel on va voir avant tout pour l'humour. Là-dessus, il réussit très bien son pari. Mais il a aussi quelques défauts dont il faut qu'on parle. Dans les défauts, je n'ai pas grand chose à reprocher, mais je commencerai par parler de la scène du RoboBrawl. Alors le RoboBrawl, c'est un nouveau sport inventé par Perceval, et je vous avoue que cette scène, c'est peut-être une scène dont je me serais bien passé. La scène est drôle, je ne dis pas le contraire, c'est drôle. Tu comprends rien, à la fin il gagne tu sais pas comment, mais c'est drôle cette scène, vraiment je le maintiens. C'est ça que je reproche en fait, c'est que cette scène en elle-même ne permet pas forcément de faire avancer l'histoire. Ça aurait pu être un duel à l'épée, ça aurait pu être autre chose, mais là j'ai pas l'impression que c'était nécessaire. Prenons par exemple le Fluxball dans Noob, ça fonctionnait. Ça fonctionnait parce que c'était une manière d'avoir un item légendaire, d'avoir des indices pour des nouveaux ingrédients, pour avoir vraiment des items légendaires du jeu vidéo. Mais là, le RoboBrawl en lui-même, je trouve qu'il n'était pas nécessaire. Ça fait pas une mauvaise scène encore une fois, c'est une scène drôle. Juste sur le coup, c'est une scène qui semble un peu inutile. Mais j'aime la scène et je la trouve drôle. C'est juste qu'elle a l'air un peu inutile. C'est tout ce que je reproche. On a un fanservice qui est un petit peu abusé. Je dis ça parce qu'en fait c'est le premier volet et j'ai l'impression qu'on a vu trop de personnages connus de la série. Il y en a pas beaucoup que je trouve de trop en mode fanservice, mais il y en a une que j'ai vraiment trouvé de trop dans ce film, c'est la Dame du Lac jouée par Audrey Fleurot. J'aime bien la Dame du Lac, je la trouve drôle, dans la série je l'aimais bien, mais j'ai l'impression que la Dame du Lac c'était pas le moment pour la faire intervenir. Je pense qu'il aurait peut-être fallu que certains personnages apparaissent plutôt dans le 2e volet, parce qu'encore une fois, je pense que les 3 volets de Kaamelott seront une histoire en 3 parties. Donc bien évidemment, mettre la Dame du Lac, c'est peut-être un peu en trop, surtout qu'elle est là pour une scène et après on la revoit plus. Et je veux bien que tu mettes des personnages en mode, bon bah voilà, le personnage vous le connaissez, il apporte quelque chose à l'histoire. Mais la Dame du Lac, elle apporte pas grand chose à l'histoire. L'émotion est pas très prenant. Certains vont me dire que c'est pas grave parce qu'un film Kaamelott, on va pas le voir pour l'émotion. C'est vrai, mais c'est toujours un plus quand t'as un peu d'émotion envers les personnages. Et même avec Arthur, j'ai pas l'impression d'en avoir eu. Son passé est intriguant, on a envie d'en savoir plus, on se pose des questions. Et j'étais pas émotionnellement touché par son passé en fait. Je me suis juste dit, ça apporte des explications sur certaines choses dans le présent. Mais c'est tout. Je n'ai pas ressenti d'émotion en voyant le passé d'Arthur. C'est tout ce que je dis. Après, je ne reproche pas au passé d'Arthur d'exister. Au contraire, ça apporte de l'intrigue, du mystère. C'est exactement ce qu'il nous faut. On a envie d'en savoir plus là-dessus. Et ça fait écho avec le présent sur certaines des actions d'Arthur. Ce que je reproche, c'est juste que émotionnellement, je n'ai pas été touché. C'est tout. Le dernier reproche que je ferais au film, le vrai reproche, ça serait le fait qu'il faut peut-être avoir vu la série pour tout comprendre. Parce que, oui, bien sûr, certains vont me dire non, l'histoire globale, on la comprend, pas besoin de voir la série. Oui, mais peut-être pour découvrir les différents alliés, savoir qui est avec Arthur, qui est contre Arthur. C'est plus par rapport à ça, je pense. Parce que je vous avoue que les épisodes avec Alain Chabat et Géraldine Nakache, je les ai pas vus. Et justement, je me suis demandé, est-ce que c'est un allié d'Arthur ou un ennemi? Bon, au final, on a la réponse rapidement. Mais je pense qu'il faut quand même avoir vu la série pour comprendre certaines choses.
Peut-être pas dans sa globalité quand même, mais quand même un petit peu pour certains éléments. Et encore, ce détail-là, c'est pas dramatique, parce que ceux qui ont suivi la série diront ça va, je comprends quand même. Voilà, négatif, j'ai pas grand chose à ajouter, donc je vais passer au positif. Et pour le positif, je vais commencer bien évidemment par les personnages, à commencer par Arthur Pendragon, joué par Alexandre Astier. On connaît tous ce personnage maintenant, le roi de Bretagne qui a renoncé au trône parce qu'il ne se sentait plus digne, qu'il n'était plus le héros de la légende, et qui là cherche à fuir son passé plutôt que de retourner sur le trône comme le roi dont la Bretagne a besoin. Ça me rappelle un autre personnage dans un autre film, ça. Dans tous les cas, Arthur de ce côté-là est intéressant. On a envie de comprendre pourquoi il ne veut pas retourner sur le trône. Est-ce à cause de ce qui s'est passé dans le passé et qu'on apprend justement dans les flashbacks? Est-ce que c'est parce qu'il s'en veut par rapport au royaume qu'il a laissé? On ne sait pas. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'Arthur est un très bon personnage dans le sens où l'intrigue est réussie du début à la fin. On se pose la question, pourquoi il ne veut pas retourner sur le trône? Qu'est-ce qui le fait réellement changer d'avis? Arthur Pendragon ici a une histoire de rédemption. Et justement, cette histoire de rédemption le rend plus intéressant à suivre. Surtout que pour une fois, on ne le voit pas en roi qui a tout et qui est entouré de débiles, on le voit en tant que ex-roi qui fuit ses responsabilités. En soi, ça donne un développement intéressant du personnage. C'est dur de reprendre sa place de roi, même quand tout le monde veut qu'on la reprenne, ça fait qu'on n'est pas forcément très emballé par cette idée. Ensuite, on a Perceval de Galles, joué par Franck Pitiot, et Caradoc de Vannes, joué par Jean-Christophe Embert. Ouais, je suis désolé, je lis mes notes, parce que sinon j'y arrive pas pour ces deux-là, j'arrive pas à retenir leur nom d'acteur. Ces deux-là sont les leaders de la résistance qui restent sous terre le temps de trouver une idée pour vaincre Lancelot. Et ce sont un peu les bouffons de la série, si vous voulez. À chaque fois qu'on les voyait dans la série, ils nous faisaient rire avec des trucs débiles. Moi, je me souviens encore de Perceval avec un de ces fameux dialogues qu'il a rendu populaire. On en a gros! Et puis voilà, moi j'entends que ça, j'ai envie de rigoler. Mais j'avoue que là, ils sont fidèles à eux-mêmes, tout en essayant d'être des leaders. Des leaders débiles, certes, mais des leaders qui essayent au moins. Enfin, dans tous les cas, ces deux personnages-là sont toujours aussi drôles, c'est un duo iconique qui fonctionne toujours aussi bien. Même dans ce film, ils arrivent à faire rire, tout en étant un peu responsables. Ils sont toujours un peu débiles, pas totalement intelligents, même s'ils en ont un soupçon, mais ça marche très bien. Ensuite, on a Guenièvre, jouée par Anne Giroir, donc la femme d'Arthur à la base, mais là on peut dire son ex-femme, vu qu'elle est enfermée dans une tour parce que Lancelot lui fait des avances et qu'elle refuse les avances de Lancelot tout le temps. Décidément, ça aussi, ça me rappelle un autre film. On a été habitué à ce que Guenièvre soit une femme assez insupportable, une femme qui nous énerve dans sa manière de parler, dans son envie d'aider son mari alors qu'il en a rien à faire. Et là, elle est plus attachante. Bon, elle est toujours un peu niaise, elle est toujours aussi drôle, tout en étant assez attachante dans ce film. Elle est fidèle à elle-même, tout en devenant un peu attachante. On a ensuite Léo Dagan, joué par Lionel Astier, qui est le beau-père d'Arthur, qui lui n'a pas du tout espoir qu'Arthur revienne, qu'il redevienne le roi ou quoi que ce soit. En fait, là où tout le monde croit qu'Arthur va revenir, lui n'a pas du tout envie d'y croire. Je sais pas si c'est parce qu'il supporte pas son beau-fils, ça je l'ignore. Ce qu'on peut comprendre parce que oui, il y en a beaucoup qui croient qu'Arthur va revenir en tant que roi, mais il y en a aussi qui n'ont pas envie d'y croire. Et comme Léo Dagan, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules en permanence et qui essaie de trouver des solutions petit à petit, mais quand il n'y en a pas, il essaye pas, ça fonctionne. Après, Léo Dagan n'est pas un très grand personnage du film, il est assez discret comparé à d'autres, mais il a quand même un développement intéressant sur le fait qu'il ne croit pas en la résistance, ou sur le fait qu'Arthur puisse revenir parce qu'il sait qu'il est parti, et qu'après, il a une évolution intéressante par rapport à ça. C'est surtout un personnage compréhensible dans son avis, par rapport à la guerre, par rapport à Arthur, par rapport à Lancelot, le nouveau régent. C'est surtout ça qui rend Léo Dagan intéressant, c'est qu'on le comprend en se mettant à sa place. Ensuite, on a Merlin, joué par Jacques Chamban, qui fait aussi partie de la résistance. Et lui, contrairement à Perceval et à l'autre, ce n'est pas un imbécile. Lui, c'est quelqu'un qui a souvent la tête sur les épaules, mais qui ne peut pas gérer la résistance à lui tout seul en tant que chef. Chose qu'on peut un peu comprendre parce que Merlin est un magicien, ce n'est pas un chef. Merlin n'a jamais été un sorcier qui mène des batailles, qui mène des troupes, qui trouve des solutions à tout va comme ça. On va dire que Merlin, ce qui est pratique, c'est qu'il arrive à ramener à la raison des fois Perceval et son collègue. En même temps, c'est ça aussi Merlin, c'est d'apporter la lumière sur certains sujets. Mais surtout, c'est un allié sur lesquels Arthur, Perceval et tous les autres peuvent compter quand ça ne va pas. Là-dessus, Merlin, faut lui reconnaître ça, il est loyal. Le duc d'Aquitaine, joué par Alain Chabat, lui c'est juste un personnage qui intervient, qui règne sur certaines terres et qui s'est dit qu'il allait sauver son ami Arthur pour le ramener dans la résistance et faire en sorte qu'il redevienne le roi de Bretagne. Petit personnage mais qui a son rôle à jouer. Et sa femme, jouée par Géraldine Nakache, un peu humiliée, mais drôle, et au moins là du caractère. Même si elle est plus du genre à dire mais défendez-moi, je trouve qu'elle passe aussi. C'est avant tout le duc d'Aquitaine qui se rend un peu utile par rapport à Arthur et l'avancée de l'histoire.
et aussi de redonner un petit espoir à la résistance. Enfin, on a Quarto, joué par Clovis Cornillac, un marchand d'esclaves qui, à l'époque, a vendu un esclave très intéressant dont il ne connaissait pas la valeur, qu'aujourd'hui il essaye de récupérer, mais malheureusement pour lui, c'est trop tard, et c'est tout ce qu'il y a à dire sur lui en fait. Quarto est un marchand d'esclaves qui veut récupérer un esclave parce qu'il a de la valeur et le revendre au plus offrant, et il sait à qui en particulier. On a aussi les méchants, à commencer par Lancelot du Lac, joué par Thomas Cousseau. C'est le nouveau régent de Bretagne qui règne sous la tyrannie, c'est-à-dire que lui, il n'hésite pas à mettre des taxes, il n'hésite pas à rendre le peuple malheureux. Enfin voilà, c'est pas un bon roi, quoi. C'est un très mauvais roi. Non, là, ça me rappelle pas le prince Jean, parce que ce Lancelot, il a pas le caractère du prince Jean. Il est beaucoup plus froid, il est beaucoup plus sévère. Mais en tout cas, Lancelot du Lac, pour ce film, en tant qu'ennemi, il fonctionne très bien. Surtout que il est régent de Bretagne, il a le pouvoir, il veut retrouver Arthur parce qu'il veut garder le pouvoir. C'est compréhensible, il veut garder le pouvoir parce qu'il aime le pouvoir. Il aime être à la tête du royaume de Bretagne. Même si c'est vrai qu'il n'est pas un très bon roi. Lancelot du Lac, c'est peut-être ça aussi. Peut-être qu'il veut le pouvoir parce qu'il aime être dans la haute société. Il aime avoir le pouvoir, tout simplement. C'est classique, mais c'est peut-être pour ça. Puis bon, en même temps, vu qu'il veut Guenièvre et plein d'autres choses qu'avait Arthur, je pense que c'est vraiment par amour du pouvoir, ou alors parce qu'il a vraiment une dent contre Arthur. Mais à quel sujet ? Je sais pas. Après, on a Vennec, joué par Loïc Varro. C'est un mercenaire au service de Lancelot du Lac qui est chargé de retrouver Arthur. Classique, mais il fait son métier. En termes d'évolution de personnage, je voudrais y revenir vite fait, il y a de réelles évolutions intéressantes par rapport à Arthur qui au début ne voulait pas redevenir roi et qui finalement se pose des questions par rapport à la résistance et l'espoir que finalement les imbéciles qui l'ont entouré ne sont peut-être pas totalement irrécupérables. Ou alors on a aussi Léo Dagan qui au début ne croyait pas du tout en la résistance ou au retour d'Arthur et qui finalement petit à petit arrive à s'interroger et de se dire c'est peut-être possible, l'espoir qui renaît en lui. En soi on peut dire que les évolutions, il y en a des intéressantes. Il n'y a pas tous les personnages qui évoluent, mais il y a de réelles évolutions intéressantes. En termes de symbolisme, on a plusieurs éléments qui fonctionnent assez bien en fait. Que ça soit la table ronde pour Arthur, que ça soit le royaume de Bretagne pour Lancelot du Lac, ou même le fait qu'Arthur puisse revenir, qui lui fait peur, l'armée qui vient voir Léo Dagan et sa famille pour espérer retrouver Arthur aussi, enfin voilà. Il y a pas mal d'éléments de symbolisme qui marchent. Surtout pour Arthur qui ne veut pas retourner sur le trône. De quoi a-t-il peur? Il a peur de tuer? Il a peur de reprendre le pouvoir et que ça se passe mal à nouveau? Et bien justement, la peur d'Arthur est un élément de symbolisme qui marche bien aussi. L'intrigue secondaire liée à l'intrigue principale d'Arthur qui ne veut pas retourner sur le trône est intéressante et nous fait poser des questions par rapport à ses flashbacks et ce qui s'est passé. Il y a quelques références assez discrètes mais qui marchent bien, et quand je dis assez discrètes ça veut dire que ça ne nous jette pas dans les yeux comme ça. C'est vraiment des références où tu ne fais attention que si tu regardes. Et là je pense notamment à la tour et enfermer Guenièvre. Alors moi personnellement quand je vois cette tour où il faut escalader sachant qu'il y a une fenêtre et que Guenièvre attend en haut son prince charmant, je pense que vous aurez tous compris de qui on parle là, ou du moins à qui ça vous fait penser. En tout cas les références sont plutôt sympas, tout comme la relation Guenièvre et Arthur. Vous savez, dans la série, Arthur et Guenièvre, on les voyait souvent s'embrouiller. Ils s'entendaient pratiquement jamais, Arthur il faisait souvent la gueule, Guenièvre des fois elle essayait de lui parler, mais bon, Arthur comme il est du genre à pas vouloir parler, ça faisait ça. Et puis finalement, là on a une relation qui se développe. Bon là on a toujours un peu la situation du Arthur la trouve nunuche et elle a un peu de mal avec Arthur. Mais à côté, on a une véritable relation qui se développe dans ce long métrage. On a vraiment l'impression pour la première fois de voir un couple entre les deux. Ça fait bizarre mais ça fait quand même plaisir, parce qu'ils ont tous les deux des mauvais côtés qu'on a vus dans la série, mais ils peuvent aussi avoir des bons côtés. La mise en scène est plutôt pas mal dans l'ensemble, elle n'est pas exceptionnelle, elle n'est pas parfaite, mais elle est pas mal, elle offre réellement quelque chose, y compris les moments d'action, mais les moments d'action j'ai compris qu'on se plaignait du fait que ça soit pas excellent. En même temps j'ai envie de vous dire encore une fois, Kaamelott c'est pas un film d'action, Kaamelott c'est une comédie, on va voir ça pour l'humour. Après, je comprends ceux qui n'ont pas aimé la mise en scène des scènes d'action, mais moi, personnellement, je suis pas choqué. Surtout que c'est le premier volet. Je rappelle qu'on va en avoir 2 autres. Si ça se trouve, les scènes d'action seront mieux réussies dans les 2 prochains volets. Peut-être qu'Alexandre Astier veut garder les meilleures scènes d'action pour le dernier volet. Mais en tout cas, pour ma part, les scènes d'action, ça ne m'a pas choqué la mise en scène. C'est problématique, c'est discutable, oui, mais c'est pas non plus une horreur. Les acteurs sont tous bons dans leur rôle, et je dis bien tous, que ça soit Christian Clavier, Alain Chabat, Alexandre Astier, qui que ce soit dans le film, ils sont bons. Vraiment, tous les acteurs sont bons. Ça se voit, ça se sent, ils jouent dans leur rôle. Les costumes sont assez sympas. D'ailleurs, j'aime bien la tenue de Lancelot du Lac. On dirait une tenue de régent, mais de régent assez... Enfin, il a un truc au cou qui fait que c'est super long. Et on a vraiment l'impression que c'est une manière de dire qu'il veut abuser du pouvoir.
Ah, remarque, les costumes, c'est censé définir les personnages aussi, donc de ce côté-là, on peut dire que le film a réussi. La fin est un peu classique et fait même un peu cliché dans les plans, mais quand on sait qu'il y aura un volet 2 et un volet 3, la fin peut passer. Faut voir ce que ça va raconter après, mais pour le moment, la fin n'est pas exécrable. C'est cliché, mais c'est pas mauvais. Les effets spéciaux sont pas trop mal, mais en même temps, les effets spéciaux, il y en a pas beaucoup dans ce film, mais en tout cas, quand il y en a, ils sont travaillés. Les décors sont qualitatifs, c'est vraiment beau de voir les décors de Kaamelott. Les musiques sont bonnes, j'aimerais bien les écouter en dehors du long métrage. Et enfin, l'humour est génial. L'humour est fidèle à la série. Il y a toujours des blagues qui nous font rire. Il y a peut-être une ou deux blagues qui ne vous feront pas rire, mais moi, pour ma part, j'ai beaucoup rigolé devant ce film. Et ça fait un certain temps que je n'avais pas autant rigolé devant un film français. Concernant la partie spoil, je ne vais parler que d'une scène en particulier en dehors des flashbacks. C'est le fait qu'Arthur épargne Lancelot du Lac. Il gagne le duel, il est sur le point de le tuer. Et puis finalement, en repensant à son passé, il arrête son geste. Et c'est là justement qu'on se pose la question, est-ce que ce n'est pas lié à ce qui lui est arrivé dans le passé? Parce que dans le passé, il a tué une femme pour protéger une fille qu'il aimait beaucoup, et je pense que ce meurtre l'a traumatisé à vie. C'est pour ça qu'il n'ose pas tuer. C'est vrai qu'Arthur, maintenant que j'y pense, on ne le voit jamais tuer. Même dans la série, j'ai pas le souvenir qu'il ait tué quelqu'un. Mais c'est un développement intéressant de ce côté-là. S'il est traumatisé par rapport à ça, peut-être ça qui le pousse à ne plus vouloir être roi. C'est le fait qu'il n'arrive pas à tuer certaines personnes, alors que c'est nécessaire des fois. Oui, je sais, ça peut sembler débile, mais en soi, je trouve que cette scène du « j'épargne Lancelot du Lac », même si on sait qu'il reviendra dans la suite et que ça va mal se passer, ça fonctionne. Et sinon, concernant les flashbacks avec la fameuse princesse, je sais pas qui c'est. Je comprends qu'Arthur soit envoûté par sa beauté, mais je vous avoue que je suis assez mitigé en fait. Les flashbacks fonctionnent pour l'intrigue, même pour comprendre un peu Arthur. C'est peut-être pour ça qu'il fait tout le temps la gueule à Guenièvre. C'est parce qu'il était amoureux de cette femme et qu'il ne l'a jamais oubliée. Ah, c'est pas impossible, je dis pas que c'est ça, mais c'est pas impossible. En tout cas, ces flashbacks sont intéressants pour mieux connaître Arthur, et aussi pour savoir pourquoi il n'ose pas tuer, pourquoi il ne veut pas redevenir roi. Peut-être lié à ça. Je dis pas que c'est ça, mais c'est peut-être lié à ça. N'empêche, ça me rappelle fortement un personnage, ça. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce film Kaamelott premier volet? Eh bien, je suis très satisfait de ma séance. Je m'attendais à beaucoup mieux, je l'avoue, je m'attendais à un film excellent, voire meilleur que les deux Astérix. On n'a pas eu un film meilleur que les deux Astérix, mais on a eu un film sincère et travaillé. C'est pas parfait, il y a des problèmes, je suis d'accord. Encore une fois, vous avez reproché des problèmes que moi, personnellement, je n'ai pas avec le film, mais je vous comprends. Mais pour ma part, Kaamelott est quand même un très bon film qu'il faut voir au cinéma. Si à la base vous regardez Kaamelott pour l'humour, vous pourrez être sûr que ce film va vous satisfaire question humour. Ce film est drôle, les personnages sont fidèles à eux-mêmes, les acteurs sont très investis. J'ai vraiment adoré Kaamelott. Je trouve que c'est un très bon film. Ça ne me fait pas préférer le film à la série, je préfère clairement la série, mais pour un film et un premier volet, je suis quand même assez impatient de voir ce que donneront le volet 2 et le volet 3. Mais seul l'avenir nous le dira, nous ne pouvons qu'attendre maintenant. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me donner votre avis dans les commentaires sur le film. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!